Bonjour et donc bienvenue sur cette formation qui va vous donner les bases essentielles à connaître sous Excel. Cette formation va se décliner en trois parties, à savoir une première partie où on va s'attarder sur la mise en forme de tableau, c'est-à-dire comment mettre en forme des cellules, comment les coloriser, comment bien présenter un tableau, ce qui est extrêmement important pour qu'il soit lisible. Deuxième partie, on va s'attarder sur les formules et les calculs, comment utiliser les formules et les calculs dans Excel, comment faire pour correctement formater une formule ou un calcul. Et enfin, dernière partie qui va être la représentation sous forme graphique. On va essayer de voir un petit peu comment gérer cette partie-là, comment on peut donc gérer des graphiques sous Excel, comment faire des représentations graphiques pertinentes sous Excel. Voilà, on va utiliser pour voir tous ces éléments-là un exemple qui va nous tenir toute la formation, qui est la création d'un tableau de bord extrêmement simple d'une entreprise, un tableau de bord permettant tout simplement d'analyser, de voir, de tirer des grandes lignes d'un ensemble, d'un tableau de chiffres, d'un tableau de valeurs concernant donc une entreprise. Avant de commencer cette formation, j'aimerais vous faire une présentation du logiciel assez rapide et dans un deuxième temps, sur la vidéo suivante, vous expliquer un outil qui est essentiel à mes yeux quand on veut utiliser correctement Excel et qu'on veut surtout gagner du temps avec ce logiciel-là. Euh, Donc je vais commencer par la présentation rapide du logiciel. Donc ici on trouve trois grandes parties dans le logiciel: le ruban, la partie donc du tableau, et enfin ici une barre de tâches entre guillemets où on va trouver différents éléments. Alors, tout d'abord dans le ruban, on a donc différents onglets. Ici, j'ai même des onglets peut-être que vous n'avez pas. Ces différents onglets, donc, c'est très simple. Ils permettent de réunir des formations communes, des fonctions, pardon, communes, qui sont regroupées dans des groupes justement. Alors ici on a par exemple le groupe police qui concerne toute la gestion du texte. Ici on a le groupe alignement qui correspond à tout ce qui est alignement dans une cellule. Entre parenthèses, chaque groupe, ou une grande partie des groupes, ont ici un tout petit bouton qui est juste à côté et qui permet d'avoir les options du groupe. C'est-à-dire que tout ce que vous n'avez pas en bouton, vous l'avez ici dans les options du groupe, ce qui revient un petit peu à l'utilisation de Excel ancienne version, c'est-à-dire antérieure à 2007. Voilà, alors ces onglets, pardon, on a l'onglet accueil qui permet de gérer plutôt tout ce qui est mise en forme. On a l'onglet insertion qui permet notamment d'insérer tout ce qui est graphique, mais qui permet aussi d'insérer certains objets dans un tableau Excel. On va avoir ici un onglet mise en page qui permet de gérer toute la mise en page de votre tableau lorsque vous souhaitez l'imprimer. On va avoir un onglet formule qui permet tout simplement d'accéder à toutes les formules du logiciel. C'est ici aussi que l'on va pouvoir trouver des petits dictionnaires qui vont permettre de rassembler les différentes formules selon des catégories, par exemple à toutes les formules ou une grande partie des formules qui s'adaptent au texte, qui sont faites pour le texte, pour les dates, les formules de base, etc. etc. Ensuite, ici, on va avoir un onglet qu'on ne va pas voir dans cette formation-là, qui est l'onglet données, qui permet de gérer les données au mieux dans un tableau. L'onglet révision qui permet de faire tout ce qui est vérification orthographique, etc. etc. L'affichage du tableau, ça on va pas l'utiliser non plus énormément, et développeur qui se permet de gérer tout ce qui est macro et interface graphique, ça on va vraiment pas du tout le voir dans cette formation. Voilà, je vous propose de passer à la vidéo suivante pour entamer vraiment dans le vif du sujet l'utilisation donc d'Excel, les bases. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet avec le premier outil qui est indispensable sous Excel. Et on va essayer de bien le comprendre. C'est l'outil que j'appelle l'outil de duplication. Alors, cet outil, c'est l'outil qui se trouve lorsque vous avez sélectionné une cellule. Donc pour sélectionner une cellule, il suffit d'avoir la croix blanche comme je l'ai à l'écran ici, de cliquer sur une cellule en plein milieu pour sélectionner la cellule. Vous avez donc en bas à droite de la sélection ici un petit carré noir qui est l'outil de duplication. C'est
extrêmement important cet outil de duplication, mais avant il faut comprendre une chose. Sous Excel, nous avons donc des colonnes et nous avons des lignes. L'intersection entre une colonne et une ligne nous donne une cellule. Cette cellule porte le nom de la colonne, puis le nom de la ligne. Exemple, cette première cellule s'appelle A1. On voit le nom de la cellule ici. On va énormément se servir, bien entendu, de ces noms de cellules. Ça va être des références plus tard dans nos calculs et dans nos formules. D'où l'intérêt et l'importance de l'outil de duplication. On va voir ça ensemble à travers une multitude d'exemples qui va nous permettre de prendre en main cet outil de duplication. On va commencer par tout simplement insérer une lettre, la lettre A, dans ma cellule A1. Je vais ensuite, à l'aide de ma souris, sur le petit carré noir qui se trouve ici, en bas à droite. Mon curseur de souris change, il passe en une croix noire. Quand je clique et que je glisse vers le bas, j'obtiens une liste de A. En fait, j'ai dupliqué, tout simplement, j'ai fait une copie de cette lettre A vers le bas. Maintenant, faisons la même chose avec un chiffre. Je rentre le chiffre 1. Déjà, on peut s'apercevoir que le chiffre s'aligne à droite alors que la lettre s'aligne à gauche. Ça, c'est un point important. Je vais utiliser l'outil de duplication. Là, cette fois, je vais même double-cliquer sur l'outil. Ça va me permettre de dupliquer sur la même séquence que la colonne qui était juste avant. Et donc, je vais obtenir une liste de 1, rien d'étonnant. Maintenant, là où ça commence à devenir très intéressant, c'est lorsque je mets une lettre puis un chiffre. Exemple, le nom d'une cellule A1. Ici, j'ai mis le nom d'une cellule finalement. Quand je duplique vers le bas, je vais obtenir ici quelque chose qui est très intéressant. Il va me trouver de lui-même quel est le nom de la cellule suivante. Si je duplique vers le bas, je vais obtenir donc le nom de la ligne suivante, A1, A2, A3, A4, A5, etc. etc. Si j'avais dupliqué sur la droite, j'aurais obtenu le nom de la colonne suivante, donc A1, B1, etc. 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 Et si j'avais fait la même chose mais en remontant, ça marche de la même manière. Et si j'avais fait ça en partant sur la gauche, on aurait obtenu exactement la même chose encore une fois. Donc, ce principe ici de nom de cellule, il va être extrêmement pertinent quand on va utiliser des calculs et des formules, puisqu'on va faire appel à des noms de cellules. Là, on va mettre ça en place tout de suite et ça va nous permettre de voir un peu plus comment s'utilise l'outil de duplication et quelles sont ses possibilités. Pour ça, on va mettre deux chiffres, 5 et 10, en D1 et D2. Donc maintenant, je n'ai plus un seul chiffre, mais deux chiffres. Ces deux chiffres sont séparés de 5 unités. Entre 5 et 10, il faut que j'ai 5 unités d'écart. Si je sélectionne donc cette fois 5 et 10, si je sélectionne ces deux cellules-là, donc pour ça, très simple, il vous suffit de cliquer sur la première, de rester cliqué et de glisser sur la deuxième, de relâcher. Si je sélectionne donc 5 et 10 et que je duplique 5 et 10, je vais cette fois non pas dupliquer le chiffre, mais dupliquer l'écart qu'il existe entre ces deux éléments. À savoir, donc un écart de 5 unités, donc je vais aller de 5 en 5. On va faire la même chose, mais cette fois de manière décroissante. On va prendre 100, et puis on va prendre 98 par exemple, on va prendre un écart de moins 2 unités. Je sélectionne cet écart, je duplique, et vous allez bien voir, je décrémente, je vais de moins 2 en moins 2 d'une ligne sur l'autre. Donc ça fonctionne parfaitement. J'ai fait ces deux listes-là, tout simplement pour vous montrer, bien entendu, là où la duplication rentre en jeu vraiment, c'est lorsqu'on va mettre une formule ou un calcul. On va commencer par le calcul. Pour faire un calcul, on commence toujours par le symbole, le signe, pardon, égal. Égal me dit tout simplement que dans cette cellule-là, qui s'appelle F1, j'attends le résultat. Je vais dire que F1 est égal à D1 plus E1. D1 plus E1. Lorsque je vais dupliquer ce calcul vers le bas, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va appliquer ça. À savoir que sur la ligne suivante, je vais aller faire le calcul D2 plus E2. Et c'est très régulièrement le cas, et c'est souvent l'utilisation d'Excel, où on a des listes de chiffres et des calculs qui s'appliquent sur des listes de chiffres. Et c'est en ça que Excel permet de gagner du temps. J'appuie sur Entrée, ici je trouve bien le chiffre de 105, 5 plus 100. On peut voir que ce calcul d'ailleurs, et c'est ce qui a fait la force d'Excel, des tableurs en général, c'est que si je change un des calculs, les calculs qui en dépendent, si je change un des chiffres, pardon, les calculs qui en dépendent se mettent à jour.
Et donc si je double-clique, si je duplique cet élément vers le bas, cliquer, glisser ou double-clic selon les cas, j'obtiens bien en effet, comme vous pouvez le voir ici, dans la seconde cellule, égale D2 plus E2, cellule suivante, égale D3 plus E3, etc. etc. Extrêmement intéressant. Maintenant, si je souhaite, et ça va être hyper important, si je souhaite faire référence à une cellule qui va être comme ceci, entre guillemets relative, c'est-à-dire qu'elle va, lorsque je vais la dupliquer, faire référence à la cellule suivante, okay, donc celle-ci faisait référence à ici et ici, ici ça fait référence à ici, ici, la position est relative. Par contre, si je souhaite faire référence à une position absolue, je vais vous faire un exemple, égal, ce que je veux c'est que j'ajoute ça, plus obligatoirement la cellule E1, et uniquement la cellule E1. Pour l'instant, si je fais ça, et que je duplique vers le bas, obligatoirement, j'obtiens ici F2 plus E2, puis F3 plus E3, ce qui ne va pas, puisque là, je veux uniquement cette cellule en relative, et cette cellule en absolu, c'est-à-dire que je n'utiliserai que cette cellule pour l'additionner aux autres. C'est-à-dire 100 plus 106, 100 plus 108, 100 plus 111, etc. etc. Mais pour ça, je vais avoir une touche du clavier extrêmement importante. Je vais placer mon curseur ici dans le calcul sur E1 et je vais appuyer sur la touche F4. Il va rajouter deux symboles extrêmement importants dans la duplication. C'est le dollar. Le dollar devant le E et le dollar devant le 1. Le dollar devant le E, ça veut dire que si je duplique ma cellule vers la gauche, ma colonne ne bougera pas, puisqu'elle est bloquée par le dollar. Si je duplique vers le bas, ici, le 1 ne bougera pas puisqu'il est bloqué par le dollar. C'est ce qu'on appelle une référence donc absolue à une cellule. J'appuie sur Entrée, je duplique. On peut voir que mes résultats ont changé. À présent, si je vais sur la deuxième cellule, je fais bien E1 plus F2, puis F3 plus E1, etc. etc. Ça, c'est extrêmement utilisé, bien entendu, pour le calcul de pourcentage. On verra ça un tout petit peu plus tard. On va un peu plus loin avec cet outil de duplication. Si je tape maintenant un jour de la semaine, je duplique vers le bas, j'obtiens les jours de la semaine suivante. Extrêmement pratique. Pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce qu'Excel est en capacité de reconnaître tout simplement une valeur jour. Ça marche pareil avec les mois de l'année. Ensuite, ça marche pareil avec une date, pardon. Je mets une date dans un calendrier précis, je duplique et il va trouver de lui-même. Alors, je vais prendre un exemple plus pertinent. Là, je vais me retrouver donc avec ici un changement de date. On va passer du 31/12 au 1er janvier 2013. Donc tout fonctionne parfaitement avec le bon calendrier. Entre parenthèses, les dates se tapent toujours de cette manière, jour, slash, mois, slash, année. Si vous êtes sur une version anglaise, bien entendu, ce sera différent, ce sera mois, jour, année, puisque c'est comme ça qu'on formate une date en anglais. Entre parenthèses, on peut voir que ces formats dates nous permettent de l'écrire de plusieurs manières, soit en date courte, soit en date longue. Date courte, date longue. Ensuite, on peut faire la même chose avec des heures. Il suffit d'écrire comme sur Radio Réveil, par exemple 8 heures. Je duplique vers le bas, il reconnaît que c'est une heure et il va me faire ici d'heure en heure. Quand on arrive à minuit, à minuit, il va revenir à 0 heure donc, puis 1, puis 2, puis 3, etc. etc. Maintenant, la question date de francs, c'est comment aller de demi-heure en demi-heure. Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'utiliser le principe que l'on a vu ici avec la duplication d'écart. Il suffit de créer un écart entre deux horaires et je vais de demi-heure en demi-heure. Je sélectionne bien entendu avant tout l'écart. Donc 8h, 8h30, je sélectionne les deux, je duplique et j'ai ici mon écart de demi-heure en demi-heure. Ça fonctionne bien entendu avec les dates. Si je me mets par exemple sur le 10-10-2007 et que derrière je vais sur le 17 10-2007, c'est-à-dire que je fais un écart d'une semaine.
Ah, je sélectionne l'écart, je duplique et je vais bien aller de 7 jours en 7 jours sur un calendrier. Dernière chose, j'ai la possibilité de dupliquer de la mise en forme. Je fais un exemple. Sur cette cellule N, je vais appliquer la couleur bleue, puis la couleur rouge. Je sélectionne et la couleur bleue et la couleur rouge. Je duplique vers le bas et j'obtiens en effet, comme vous pouvez le voir, une alternance de plusieurs couleurs. Donc la couleur, la mise en forme, en général, se duplique. À savoir que ça va être problématique. Puisque si j'avais eu un chiffre et que j'avais dupliqué, il m'aurait aussi dupliqué le chiffre à l'intérieur. Vous pouvez à tout moment décider, à chaque fois que vous faites une duplication, par l'élément qui se trouve tout à fait en bas, de choisir quelle duplication vous souhaitez. Soit ne recopier que la mise en forme, et donc dans ce cas-là vous ne dupliquez que la mise en forme, soit ne recopier que les valeurs, et cette fois ça ne dupliquera uniquement que les valeurs. Voilà, ça c'est un point important qu'on utilisera régulièrement pour savoir qu'est-ce que l'on souhaite donc dupliquer lorsqu'on utilise l'outil de duplication. Voilà, j'espère vous avoir bien expliqué, que vous avez bien compris cet outil de duplication puisqu'il est essentiel. C'est celui qui permet de gagner vraiment du temps sur ce logiciel-là. C'est en ça que Excel est extrêmement intéressant au niveau de l'utilisation, qui permet d'automatiser vraiment des calculs sur un grand nombre de chiffres. Voilà, j'espère que ça vous aura que vous aurez bien ça en tête, puisque c'est vraiment les bases de l'utilisation de Excel. Pour moi, c'est vraiment la partie la plus essentielle si on veut vraiment l'utiliser correctement. Voilà. Je vous propose d'entamer donc l'exemple que je vous ai donné pour la formation, qui va être la création d'un tableau de bord. On va réutiliser notamment l'outil de duplication et on va développer bien entendu plein de nouvelles compétences. À présent, on va passer sur une nouvelle feuille. En effet, sur Excel, vous pouvez le voir ici, vous avez différents onglets tout à fait en bas qui sont des feuilles en fait. À chaque fois que vous passez sur une nouvelle feuille, vous allez démarrer un tableau totalement vierge. Là, ça va être ici sur la feuille 2 que l'on va créer notre tableau de bord. Il faut savoir que cet élément peut se modifier tout simplement en double-cliquant sur le nom de la feuille. Vous pouvez tout simplement changer le titre de la feuille de calcul. Alors, on va se placer sur la cellule B1 et on va commencer donc à faire un calendrier un peu récapitulatif de tous les chiffres d'affaires pour une entreprise. Alors, pour ça, on va se placer dans le cadre, par exemple, d'un hôtel avec différentes chambres et on va voir un petit peu les éléments qu'on peut rentrer donc dans ce tableau, qui vont nous donner, par exemple, le chiffre d'affaires de chaque chambre, etc., etc. Alors, on va taper en B1 le mois de janvier, puis on va cliquer et glisser sur l'outil de duplication. On va cliquer sur l'outil de duplication et glisser vers la droite afin tout simplement d'obtenir ici tous les mois de l'année. Deuxième chose, on va ici taper chambre 1, cliquer sur chambre 1 et glisser vers le bas pour avoir grosso modo 18 chambres, 17-18 chambres. On va voir que ça va être extrêmement simple de remplir ce tableau de données et de faire des calculs là-dessus. Donc on aurait pu même avoir 120 chambres, ça aurait rien changé. Alors, l'idée est très simple ici. Dans cette première partie, je souhaite vraiment vous montrer comment on met en forme un tableau. Tous les éléments de mise en forme, c'est la partie la plus importante de démarrage sous Excel, c'est de bien mettre en forme un tableau. Ce qui simplifiera énormément la vie lorsque vous allez passer à la partie formule, calcul et graphique. Alors pour ça, la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez un tableau de données, si on fait un aperçu avant impression, on peut voir ici que notre tableau de données n'apparaît pas. On ne voit pas apparaître les cellules de notre tableau. Par défaut, les cellules qui sont visibles ici ne le sont pas à l'impression. Il va falloir faire donc apparaître les bordures du tableau. Pour ça, on va sélectionner de la cellule A1 jusqu'à la cellule M19. Pour ça, deux méthodes, soit je clique et je glisse,
et je relâche quand je suis sur M19, soit je clique sur A1, j'appuie sur la touche Shift et je clique sur M19. Une fois que vous avez fait ça, on va faire apparaître les bordures. Les bordures se trouvent dans Accueil, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police, vous avez ici une liste déroulante avec la possibilité d'afficher donc toutes les bordures du tableau. Ce qui va nous permettre donc dans un premier temps de révéler le tableau à l'impression. Si je vais dans Fichier, Imprimer, Aperçu avant impression, on peut voir que cette fois le tableau en effet a bien toutes les bordures que l'on souhaite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire apparaître les en-têtes. Alors pour ça, on ne peut plus simple, je vais sélectionner d'abord l'en-tête de B1 à M1. Je vais aller sur le peinture qui se trouve là et je vais lui appliquer une couleur afin de bien montrer, de bien mettre en évidence la couleur de mes en-têtes. Deuxième chose que je peux appliquer sur les en-têtes, c'est tout simplement centrer mon texte. Pour ça, on a ici un point qui s'appelle alignement, avec deux choses. L'alignement horizontal que l'on connaît, gauche, centré et droite. On voit que mon texte s'aligne en fonction donc à gauche, centré ou à droite de la cellule. Mais on a une deuxième alignement qui est juste au-dessus, qui est spécifique à Excel, qui permet d'aligner cette fois de manière verticale. Ici, on va mettre, par défaut, c'est toujours en bas. Ici, on va mettre l'alignement centré. Pourquoi ça? Tout simplement pour que lorsque l'on va agrandir la taille de la ligne, notre texte soit toujours centré. Je vais vous montrer. Pour agrandir la taille de la ligne, c'est on ne peut plus simple. Il vous suffit de vous placer entre la ligne 1 et la ligne 2 avec votre curseur de la souris. Votre curseur de souris change en une barre horizontale avec une double flèche verticale, comme vous pouvez le voir ici. Je clique entre ces deux donc et je glisse vers le bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement agrandi ma ligne ici et donc permis d'aérer un petit peu mon en-tête. Je vais appuyer sur Gras pour mettre en gras mon en-tête et je vais faire de même bien entendu avec ici mes en-têtes de champ. Donc pour ça je vais sélectionner de A2 à A19 puis sélectionner une couleur. Ensuite, il va falloir venir compléter notre tableau avant de continuer cette mise en forme et voir un petit peu ce que l'on peut faire au niveau de la mise en forme. Pour ça, on va tout d'abord réduire la colonne N. On va la réduire assez fort, puisqu'elle va être uniquement là pour faire un séparateur entre le tableau de données, qui sera là, et le tableau de calcul, qui sera après. Ça nous fera vraiment une colonne vide, qui va nous séparer les deux éléments. Donc d'en haut, on va rentrer donc en O1 total, on va rentrer la moyenne, on va rentrer le maximum, on va rentrer le minimum, on va rentrer la médiane, on va rentrer notre pourcentage de chiffre d'affaires, on va rentrer un élément qui va s'appeler rentabilité. On va déterminer la chambre la plus rentable. Pour ça, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon texte qui déborde des deux côtés de la colonne. On va faire un renvoi à la ligne automatique, c'est ce bouton qui se trouve ici dans le groupe alignement et qui permet de tout simplement me permettre d'avoir mon texte en multiligne. Ensuite, on va faire bien sûr la chambre la moins rentable. Tac. On va faire apparaître les bordures de ce tableau. Ensuite, nous allons faire la même chose, mais cette fois en dessous le tableau. On va remettre le total, la moyenne, la médiane, le maximum,
Alors cette fois par mois, hein, bien entendu, le minimum pourcentage du chiffre d'affaires. On va mettre la variation et ça devrait suffire pour commencer. Tac. Donc on va sélectionner de A21 et A27 et faire apparaître les bordures, donc toujours la même utilisation. Et enfin, on va créer ici un tableau récapitulatif. Alors ce tableau récapitulatif, il va avoir une particularité, c'est qu'il va, il va prendre plusieurs lignes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner de P21 à U21 et on va fusionner toutes ces cellules pour en créer qu'une seule cellule. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller dans Accueil, ici dans Alignement, vous trouvez Fusionner, Centrer, qui nous permet donc de faire de plusieurs cellules une seule cellule. Donc ici, on va avoir un récapitulatif. Voilà. Et en dessous, on va fusionner, mais cette fois par groupe de 3 cellules. C'est-à-dire qu'on va sélectionner d'abord les 3 premières cellules, on va les fusionner, on va dupliquer cette fusion. Ça se duplique une fusion. Donc là, je vais cliquer et glisser vers la droite. Donc j'ai maintenant 2 cellules. On va faire apparaître les bordures pour bien voir. Vous voyez, 2 cellules fusionnées. Je vais sélectionner mes 2 cellules fusionnées et je vais donc dupliquer ça vers le bas. Donc total, moyenne, médiane, max, min. Là, ça suffit amplement. On va bien entendu rajouter une couleur pour les en-têtes. Donc le total, c'est A. Moyenne par chambre. Médiane par chambre, des chambres devrait dire, mais ça se comprend. Le maximum du CA toujours pour une chambre. Et le minimum pour une chambre. Voilà. Hop, je vais mettre une petite couleur d'en-tête, histoire que ce soit plus clair. On a notre tableau qui commence à prendre forme. Maintenant, on va optimiser tout ça. On va optimiser tout ça tout simplement pour gagner de la place. Parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, si je fais fichier imprimé, je suis sur 4 pages en tout pour mon tableau. On va essayer de réduire énormément cette place. Donc pour ça, je vais venir sélectionner des colonnes. Donc pour sélectionner des colonnes, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de cliquer sur le nom de la colonne et de glisser pour sélectionner donc plusieurs colonnes. Grâce à ça, en fait, je vais pouvoir faire quelque chose de très pratique. Je vais pouvoir réduire la taille de ces colonnes, mais de manière groupée. Je m'explique. Pour réduire la taille d'une colonne, on l'a vu tout à l'heure pour une ligne, c'est exactement pareil. Il suffit de me placer entre le nom de la colonne, B et C, donc dans cette partie grise entre B et C, je vais avoir mon curseur de souris qui change pour un trait vertical et une double flèche horizontale. Il suffit de cliquer et de glisser pour réduire la taille de la colonne. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais avoir des tailles différentes pour chacune de mes colonnes, ce que je ne veux pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc mes colonnes, cliquer sur B jusqu'à M, et je vais venir réduire la taille de ma première colonne. Comme vous pouvez le voir, toutes les colonnes vont se réajuster en fonction de la taille de cette première colonne, ce qui est extrêmement pratique. Ça me permet donc de gagner énormément de place en un seul coup. Il y a aussi la possibilité de tout simplement double-cliquer entre B et C, ce qui va me permettre de réajuster cette fois la colonne en fonction des valeurs qu'il y a dedans. Vous voyez, les tailles de colonnes sont ajustées en fonction de la taille de chaque en-tête. Bon, ici, c'est pas ce qu'on souhaite faire, mais ça permet vraiment de condenser des tableaux quand vous en avez besoin. Ce que l'on va faire pour gagner encore plus de place, c'est qu'on va aussi tourner les en-têtes. Pour ça, c'est très simple, on va sélectionner donc de B jusqu'à W, de B1 jusqu'à W1, et ensuite on va aller dans Accueil sur le bouton qui s'appelle AB et qui va nous permettre donc faire rotation dans les sens des aiguilles d'une montre, simplement qui va nous permettre de tourner ici les en-têtes. Ça va tout simplement nous permettre, encore une fois, de pouvoir encore plus serrer notre tableau, le rendre plus compact. On peut bien entendu ici
faire de même. À savoir que ici, pour les chambres à grande rentabilité, il va falloir faire des cellules relativement grandes, puisque pour pouvoir loger nos entêtes, mais on a encore la possibilité, si on souhaite, d'agrandir un petit peu la taille de notre ligne. Voilà, alors je vais réajuster ça. Voilà. Donc ici, nous avons notre tableau qui est pas si mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais aligner tout ce beau texte vers le bas. Ça le rendra un tout petit peu plus lisible. On a la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre aussi de la couleur pour le texte. Pour ça, juste à côté du pot de peinture, j'ai la même chose, mais cette fois pour mettre de la couleur pour mon texte. Ce qui permet d'avoir un tableau... Oh là, je me suis trompé. Je vais revenir en arrière. Non, il n'a pas voulu. Non, on va effacer la mise en forme. On va refaire cette mise en forme rapidement. Tac. Donc voilà, il y a la possibilité de mettre la couleur donc, pour du texte, qui permet d'avoir un petit rendu plus sympathique. Hop. Je vais changer d'ailleurs mes couleurs d'entête, ce sera plus sympa. Voilà, on y est. On a à peu près tout. C'est pas mal du tout à ce niveau-là. Voilà, on a tout pour démarrer notre tableau. À présent, on va pouvoir passer donc à la suite des événements, à savoir l'utilisation des formules. Donc quand même, pour un récapitulatif, là on a vu énormément de choses quand même. On a vu donc l'utilisation des bordures pour faire apparaître les bordures d'un tableau. On a vu l'utilisation des couleurs de remplissage qui nous ont permis de colorier les entêtes de remplissage du tableau. On a mis de la couleur pour notre texte. On aurait pu mettre police de caractères aussi différentes. C'est vrai que je l'ai pas fait, mais il y a la possibilité de changer la police de caractères sans aucun problème. Comme ceci, on a la possibilité de gérer l'alignement, c'est ce que l'on a vu, soit l'alignement vertical, soit l'alignement horizontal. On a la possibilité de tourner, d'orienter le texte dans une cellule. On a la possibilité de renvoyer à la ligne automatiquement pour que le texte revienne à la ligne automatiquement dans une cellule. On verra qu'il y a une deuxième possibilité pour faire ça. Et on a vu comment fusionner plusieurs cellules en une seule avec ce bouton-là. On a vu grosso modo le groupe police et alignement. Bon, vidéo suivante pour voir la suite des événements. À présent, nous allons remplir notre tableau de données. Alors, je ne vais pas m'amuser là à rentrer ici tous les chiffres d'affaires pour chaque chambre. Je vais bien entendu me servir d'une petite formule magique qui va me remplir mon tableau pour moi. Ces chiffres donc seront totalement inventés, bien entendu. Mais ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment on remplit avec des valeurs fictives un tableau très rapidement. Alors pour ça, on va aller dans Formule. Dans Formule, on va aller d'abord, pardon, avant tout, on va se placer sur la cellule B2, puis aller dans Formule, insérer une fonction. Ici, on a les catégories de fonctions, on va sélectionner tous, et on va chercher la fonction qui est tout au début, qui s'appelle alea.entre.born. Alea.entre.born vous permet tout simplement de générer un chiffre compris entre deux valeurs. Donc ici on va mettre la première valeur qui va être la valeur de 0 et le maximum, on va dire qu'une chambre pour un mois fait un chiffre d'affaires maximum de 10 000 euros. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment représentatif, mais on va dire que ça va l'être. On va cliquer sur OK et il va me créer un chiffre. Ce chiffre, bien entendu, je vais le dupliquer sur la droite dans un premier temps. Et comme vous pouvez le voir, il va me générer un chiffre aléatoire entre 0 et 10 000 pour chacune de ma ligne. Et ensuite, je vais dupliquer vers le bas. Il va me régénérer cette fois une chiffre et me compléter donc l'intégralité de mon tableau avec des chiffres totalement aléatoires. Le problème de ça, c'est qu'à chaque fois que je vais faire un calcul, il va me renouveler l'intégralité de ces éléments. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais lui demander une action, il va me renouveler totalement, il va me recalculer des chiffres aléatoires, ce qui n'est pas bon. Donc, il va falloir que j'écrase ces valeurs. Et que s'écraser, c'est-à-dire me débrouiller pour garder la valeur, mais ne pas garder la formule qui est derrière. Pour ça, c'est une technique qui est extrêmement simple. Il vous suffit de faire un copier
donc de sélectionner l'intégralité du tableau, de copier ce tableau. Donc pour ça, il vous suffit tout simplement de cliquer dans Accueil sur Copier ou CTRL plus la touche C. Comme vous pouvez le voir ici, la sélection va se mettre en surbrillance. Je vais ensuite aller dans Coller, qui se trouve ici, le bouton Coller. Et ensuite, je vais tout simplement lui demander de coller des valeurs. Ce qu'il va faire, c'est que maintenant, comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien des valeurs et non plus des formules. J'ai écrasé les formules, les valeurs pour notre tableau. Voilà, ça c'est un point assez important qui nous a permis donc de remplir notre tableau facilement. On va voir maintenant un autre point important, ça va être bien entendu de rajouter un titre à ce tableau. Pour l'instant, on peut voir que notre tableau il est un peu nu dans un sens, puisqu'il n'a pas de titre, on ne sait pas de quoi peut parler qu'est-ce qu'il représente. Or, ici, on a un problème puisque nous avons ici la première ligne qui est déjà prise. Ça va me permettre de vous montrer ça justement, d'avoir commencé mon tableau tout en haut. Et comment rajoute-t-on une ligne dans un tableau? Ben, c'est très simple. Il vous suffit de faire un clic droit sur le nom de la ligne, ici sur la ligne 1, et de cliquer sur Insertion. C'est une des premières possibilités. Vous avez une deuxième possibilité qui fonctionne tout pareil. Il suffit de cliquer sur la ligne, le nom de la ligne, et d'aller dans Insérer. Les deux reviennent exactement au même. Je vais tout simplement créer une nouvelle cellule. Une nouvelle ligne, pardon. Je vais agrandir cette ligne pour pouvoir me laisser un peu de place pour mon titre. Je vais sélectionner de la cellule A jusqu'à M, puis fusionner ces cellules afin d'avoir qu'une seule et grande cellule. Dans cette cellule, je vais lui dire que je vais centrer verticalement centré et horizontalement centré. Ensuite, je vais pouvoir mettre mon titre, que je vais appeler tableau de bord, hôtel Stephenson. Et je vais vous apprendre aussi comment on rajoute donc un texte en multiligne, comment on force le multiligne. Bah, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur la touche Alt plus la touche Entrée pour passer tout simplement, donc avec ce raccourci clavier, Alt plus Entrée en même temps, sur la ligne suivante et par exemple taper une date. Ce qui est bien dans Excel, c'est que l'on peut formater chaque élément de manière différente. Je vous montre, ici je vais choisir donc une police de caractère spécifique uniquement pour le texte que j'ai sélectionné dans ma cellule. Donc j'ai sélectionné une partie du texte, je lui mets une police de caractère particulière, je peux l'agrandir, je peux lui mettre une couleur spécifique et juste en dessous faire la même chose de manière différente pour par exemple mon sous-titre. Je vais appuyer sur Entrée et j'ai bien maintenant ici mon titre et mon sous-titre en multiligne sur une seule cellule. Tout fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souci. J'ai bien mon tableau prêt à faire feu. Je pense avoir quasi tout fait. On va juste faire un tout petit ajout sur un élément qui peut être pratique. Je le fais que maintenant parce que ce tableau de données il est fixe, ça y est, il est terminé. Donc ici ce que je vais rajouter, c'est que je vais rajouter des bordures un petit peu plus épaisses, histoire de mieux voir un petit peu la partie données et la partie formule. Alors pour ça on va le faire en deux étapes. Première étape, on va sélectionner la ligne de B3 jusqu'à M3. Je vais rajouter une couleur relativement claire dans les rouges. Je vais ensuite sélectionner de la cellule B3 à cette fois la cellule M4, c'est-à-dire la ligne 1 et la ligne 2. Et je vais dupliquer vers le bas. Attention, lorsque vous faites ça, vous voyez que j'ai changé l'intégralité des chiffres de mon tableau. Normal, puisqu'il a dupliqué l'écart et la mise en forme. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes options de duplication et je vais ne recopier que la mise en forme pour que les valeurs ne soient pas touchées par ma mise en forme. Ce qui va me permettre d'avoir donc une coloration d'une ligne sur l'autre différente. Ce qui permet une lisibilité plus
plus poussée de mon tableau. Deuxième chose, donc je vais rajouter des bordures plus épaisses. Pour ça, je resélectionne l'intérieur de mon tableau. Je vais dans bordure, dans la liste déroulante bordure, et sélectionner bordure épaisse encadrée. Je vais pouvoir faire la même chose avec le haut de mon tableau et avec les en-têtes de gauche. Ce qui me permet d'avoir un tableau un tout petit peu plus clair en termes de présentation. On fera de même plus tard quand on aura terminé ici de rentrer toutes nos formules. Souvent on fait les mises en forme comme ça un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus sympathiques, vraiment au dernier moment pour avoir tout simplement éviter les ennuis de duplication, notamment les duplications de bordures épaisses qui sont, vous voyez, très embêtantes. Donc ça on va pas pour l'instant rajouter de bordure épaisse sur tout le tableau, ça va être plus tard pour vraiment essayer de créer des grands blocs bien visibles comme ça peut être très pratique. Voilà, là cette fois je crois qu'on a vu beaucoup de choses en termes de mise en forme et on a vu un petit peu comment générer des valeurs aléatoires dans un tableau. Bon, vidéo suivante pour les formules. À présent, nous allons attaquer un pavé qui peut faire peur et qui est pourtant pas excessivement compliqué quand on a bien compris l'outil de duplication. C'est donc la partie formule. Nous allons remplir l'intégralité de ce tableau en très peu de temps. Vous allez voir qu'il suffit juste de bien réfléchir à ce que l'on souhaite et à chaque fois, ça se passe relativement rapidement. Alors on va commencer par le total. Donc là le total que je veux c'est tout simplement le total pour ma chambre 1 sur cette ligne, le total pour la chambre 1 de janvier jusqu'à décembre. L'idée c'est d'additionner tous ces chiffres un par un. Donc on pourrait faire tout simplement cette cellule est égale, on rentre le signe égal, à cette chambre, plus cette chambre, plus cette chambre, etc. etc. Comme vous pouvez le voir, ça va me donner des calculs à rallonge, et encore ici, je n'ai finalement pas beaucoup de cellules. Ça me donnerait ce calcul-là, qui me donne donc mon total, et qui, s'il est dupliqué, va calculer la ligne suivante, le total pour la ligne suivante, etc. etc. Mais si on avait 60, 200, 800, je ne sais pas, cellules à additionner, notre calcul deviendrait extrêmement complexe, extrêmement long à faire. Et pourrait être en plus générer pas mal d'erreurs. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va ici utiliser un élément qui est extrêmement important sous Excel, qui est tout simplement l'utilisation des formules. La formule, ça va justement nous remplacer un calcul comme ça, excessivement long, par un nom qui va faire ce même calcul. Pour ça, on va se placer donc sur la cellule O3, on va aller dans Formule. Dans Formule, ici, on a un élément qui s'appelle Somme automatique, liste déroulante, et la première formule, qui porte d'ailleurs le symbole sigma, qui veut dire somme, va nous permettre donc de calculer cette addition de listes de chiffres. Donc on va cliquer sur l'élément somme, il va de lui-même nous faire une sélection qui n'est pas forcément toujours pertinente. On va venir tout simplement recliquer sur, comme si on voulait sélectionner les cellules qui vont être calculées. D'ailleurs c'est exactement ce qu'on va faire. On va cliquer donc sur la cellule B3 et on va glisser jusqu'à la cellule M3. On aurait pu très bien faire exactement comme pour une sélection traditionnelle. Cliquer d'abord sur B3, appuyer sur Shift et cliquer sur M3. Comme on peut voir ici, et c'est très important, on va avoir donc cette cellule est égale à la somme, c'est-à-dire l'addition de la cellule B3, 2.M3, ce qui veut dire de la cellule B3 à la cellule M3. C'est comme ça que se formate une formule. On aurait pu très bien, et sans aucun problème, taper cette formule. Pour certaines personnes, ça va beaucoup plus vite. Il suffit de dire égal, de taper le nom de la formule, ouvrir une parenthèse pour entrer les paramètres de la formule. Ici, les paramètres étant donc la première cellule, B3, 2.M3. Les majuscules ne sont absolument pas obligatoires, bien entendu. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. À partir de là, comme on peut voir, je retrouve exactement le même résultat que je vais pouvoir dupliquer vers le bas. Et bien, cette méthodologie, on va pouvoir l'appliquer à énormément de formules. Déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est maintenant faire le calcul du total, mais cette fois par mois. Il suffit de faire exactement la même chose, de se placer sur la cellule qui attend le résultat, ici B22, aller sur Somme automatique, Somme, sélectionner de la cellule donc B3 à B20 pour calculer donc la somme
de tous ces chiffres d'affaires, d'appuyer sur Entrée et de dupliquer sur la droite. Ensuite, on va faire la moyenne. La moyenne, c'est quoi? C'est tout simplement la somme de la liste des chiffres divisée par le nombre de chiffres. Au lieu de faire ça, on va faire beaucoup plus simple. On va cliquer sur somme automatique et on a une formule qui va nous calculer la moyenne. Ça s'appelle égale moyenne, entre parenthèses, et on va sélectionner de B3 à M3. On appuie sur Entrée et on obtient notre moyenne. On peut voir que cette moyenne, elle va nous afficher une moyenne donc par mois avec 4 chiffres après la virgule. On verra un petit peu comment gérer les unités un peu plus tard. Pour l'instant, je duplique. Je vais faire la même chose avec moyenne qui est en bas. Je clique sur moyenne, je sélectionne de B3 à MB20, j'appuie sur Entrée et je duplique sur la droite. Comme vous pouvez le voir, chaque fois, c'est extrêmement rapide. On va faire la même chose avec maximum. Pour trouver le maximum pour ma chambre 1, le maximum du chiffre d'affaires pour ma chambre 1, il suffit d'aller dans somme automatique, maximum, la formule max, sélectionner de B3 à M3, donc on obtient égal max entre parenthèses B3 de point M3, on appuie sur Entrée et on duplique vers le bas et on va avoir le maximum pour toutes les chambres. On va pouvoir faire la même chose ici pour chaque mois. Maximum de B3 à B20, j'appuie sur Entrée, je sélectionne et je duplique sur la droite. Maintenant, on va pouvoir faire la même chose avec le minimum. On sait faire, c'est dans somme automatique, formule minimum. Je sélectionne de B3 à M3, j'appuie sur Entrée et je duplique vers le bas. Pareil pour le minimum par mois, je clique sur somme automatique, minimum, de B3 à B20, j'appuie sur Entrée et je duplique vers la droite. Ensuite, on va tout simplement calculer la médiane. Alors la médiane, c'est un petit peu différent. Ici, je ne trouve pas médiane. Il va falloir que j'aille dans Autre fonction ou dans Insérer une fonction qui revient exactement au même. Catégorie tous. Et je vais chercher ici la formule médiane. Donc pour la trouver très rapidement, c'est très simple. J'ai cliqué une première fois sur sélectionner une fonction et j'ai commencé à taper avec le clavier le nom de la formule, med. Lorsque j'ai tapé med, il m'a tout de suite sélectionné ici ma formule médiane. Je clique sur OK. Ici, il va m'ouvrir une fenêtre qui s'appelle argument de la fonction, qui est juste une fenêtre annexe, mais qui pourrait être totalement zappée, qu'on peut réduire en cliquant sur le bouton qui est là. Et je vais tout simplement sélectionner, encore une fois, de B3 à M3. J'appuie sur Entrée. Donc, nombre 1, il va me calculer la médiane, donc de B3 à M3. Je clique sur OK et duplique. Hop, vers le bas. Ensuite, on va faire notre petit tableau récapitulatif très rapidement. Le total UCA, on va cliquer sur somme. Ça va être le total du total. Donc le total de O3 à O20. Ça aurait pu aussi être très bien le total de B22 à M22. Ça revient exactement au même. J'appuie sur Entrée pour avoir mon total annuel. Ma moyenne maintenant, je vais dans somme automatique, moyenne. Attention, c'est la moyenne bien entendu du total. Donc je vais cliquer sur de O3 jusqu'à O20 pour obtenir donc la moyenne du total par chambre. Je clique sur Entrée et j'ai ma moyenne. La médiane identique, je vais dans Insérer une fonction, je cherche ma formule médiane, puis je sélectionne de la cellule O3 à O20. J'appuie sur OK, j'ai ma médiane. Le maximum, c'est le maximum du chiffre d'affaires pour une chambre. Je clique sur la formule maximum, je sélectionne de O3 à O20. Vous avez vu, c'est vraiment un jeu d'enfant. Minimum, pareil, O3, O20, et j'appuie sur Entrée. À partir du moment où vous connaissez un petit peu cette méthodologie, vous voyez que déjà le tableau, on l'a fait énormément avancé. C'est les formules de base, la somme, la moyenne, le max et le min. La seule chose qu'on n'a pas vu, c'est le NB qui s'utilise un peu plus rarement, qui permet tout simplement de compter le nombre de valeurs dans une plage de cellules. Il vous suffit de, par exemple, si vous souhaitez compter donc le nombre de valeurs qu'il y a dans cette plage de cellules, non vide, bien entendu, il suffit de mettre NB. On le verra plus tard un petit peu comment on peut l'utiliser, cette formule-là. Voilà, je vous propose d'aller sur la suite de notre formation. À présent, nous allons gérer les unités. Alors, les unités, elles vont se gérer dans
l'onglet accueil, ça se trouve ici dans la partie qui s'appelle nombre, c'est là où on va pouvoir gérer le groupe nombre, c'est là où on va pouvoir vraiment gérer les unités. Alors première chose, on va placer ces valeurs quand même, parce que pour l'instant on ne sait pas de quoi on parle, on a des chiffres mais on ne les a pas identifiés. On va sélectionner donc tout notre tableau et on va passer tous ces chiffres en euros. Pour ça c'est très simple, il vous suffit d'aller sur la liste déroulante standard qui se trouve là et de sélectionner monétaire, non comptabilité, parce que comptabilité c'est une autre mise en forme un peu plus spécifique, notamment pour les chiffres négatifs et les zéros. Donc on va placer sur monétaire. Comme on peut voir, il s'est passé un truc très étrange ici. Plein de chiffres ont été remplacés par des dièses, succession de dièses. D'autres chiffres sont bien formatés avec bien mon symbole euro et puis 2, les centimes d'euros qui sont affichés. Mais en fait, lorsque vous avez dièse affiché, c'est pas bien compliqué, c'est tout simplement que ici nos colonnes ne sont pas assez grandes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste agrandir nos colonnes afin de pouvoir donc loger nos différents chiffres. Voilà. On va faire la même chose maintenant pour tous ces éléments qu'on a calculés tout à l'heure. On va les passer pareil en monétaire. On peut voir qu'il y a encore 2-3 cases qui vont bloquer ici. Donc on va encore agrandir légèrement afin d'obtenir ici assez de place. Et entre parenthèses, on peut voir qu'ici notre moyenne a été reformaté, on n'a plus 50 chiffres après la virgule, on en a bien plus que 2, ce qui fonctionne parfaitement. On va faire la même chose aussi avec cette partie là, tac, on va passer ça en monétaire, voilà, tout se passe bien, et ici on va passer ça en monétaire. Bien entendu, il y a des éléments qu'il va falloir formater un petit peu différemment. On va voir ça notamment quand on va faire les calculs avec des pourcentages. On va voir que c'est très particulier le pourcentage à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de réduire le nombre de virgules, de décimales, de chiffres après la virgule si vous préférez. Donc pour ça, vous avez deux boutons. Le bouton ajouter une décimale et le bouton donc réduire la décimale qui vous permet tout simplement, lorsque vous êtes sur une liste de chiffres, comme ceci, d'augmenter ou de réduire, voyez, le nombre de chiffres après la virgule. Extrêmement pratique selon comment on souhaite afficher les choses, particulièrement pour la partie pourcentage. On verra ça tout à l'heure notamment. Voilà, donc cette histoire d'unité est très très importante, hein. C'est donc tout ce qui est là. On verra que notamment au niveau des pourcentages, il faudra passer les cellules en pourcent aussi. Si donc on est en monétaire ou en comptabilité, il va falloir passer donc dans ces modes là. Pour les dates, on va avoir ici le formatage des dates. Pour les heures, pareil. Vous avez la possibilité de mettre aussi sous forme de fraction, de manière scientifique, les chiffres. Enfin vraiment, vous avez tout plein de formats extrêmement importants ici pour réussir à qualifier en fait les chiffres que vous avez dans un tableau. Vous avez la possibilité aussi, par exemple, si je devais travailler sur un format degrés Celsius ou un truc comme ça, d'aller dans carrément tout à fait en bas autre format numérique et de pouvoir tout simplement créer votre propre format. Ici dans personnaliser, vous avez spécial aussi hein, qui est particulier avec les numéros de téléphone notamment. Dans personnaliser, vous avez la possibilité tout simplement de créer votre propre format en rajoutant tout simplement derrière le symbole que vous souhaitez utiliser, par exemple si c'était des degrés ou des choses comme ça, il y a moyen de les rajouter ici. Voilà, bon, nous allons passer donc à la suite des événements et on va passer notamment au calcul de pourcentage. Allez, on va voir sur cette vidéo comment calculer donc, comment gérer tout ce qui est taux, tout ce qui est manipulation de pourcentage. Et ici on va prendre donc notre exemple pour pouvoir compléter notre tableau. Mais pour ça, un petit rappel sur comment gérer un taux. Alors pour ça, je mets dans PowerPoint, c'est uniquement histoire de pouvoir dessiner facilement et de vous expliquer un petit peu comment je procède pour réfléchir, comment on peut procéder pour réfléchir et retrouver le calcul à faire correct pour calculer donc un taux, pour manipuler de façon des valeurs en pourcentage. Et après, on va voir ça sous Excel. Alors, il y a très longtemps, quand j'étais encore dans les petites sections, mon prof de maths, mon institutrice pour être exact,
m'a enseigné quelque chose qui était fort pratique. C'est tout simplement le calcul en croix, la règle de 3, ça porte plein de noms, qui me permet tout simplement de pouvoir faire des calculs, manipuler les pourcentages très facilement. Alors je vais vous faire un exemple très simple. Ici, je vais donc créer une première valeur, par exemple la valeur, je vais reprendre mon tableau Excel, hein, la valeur 76 817. Voilà. Donc j'ai 76 817 euros. Ici. J'ai ici mon total qui est de 1 million 99 000, je vais le copier, ce sera plus simple. Donc je vais poser mes 1 million. Ah, il m'a carrément rajouté la cellule. Bon, je vais le faire par zone de texte. 1 million 900 000 et des poussières. Voilà, c'est pas très important. Et ici, on est dans l'idée de comprendre. Voilà, je veux exprimer cette valeur-là par rapport à cette valeur-là. Cette valeur-là, pour moi, représente 100% de ma valeur. C'est le total annuel. Et moi, je veux savoir combien, ici, ma chambre 1, ça c'est le total de ma chambre, combien elle représente en termes de pourcentage. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand j'ai cet élément-là? J'ai posé donc mes deux valeurs en euros sur la même ligne, et je vais ici chercher tout simplement la dernière valeur qui va être ici, qui est mon point d'interrogation. Voilà, l'idée étant de dire, cette valeur représente combien de pourcentage de cette valeur? Pour ça, donc, on a une règle très bête et très basique qui fonctionne à tous les coups. C'est donc le produit en croix, c'est-à-dire on va multiplier tout simplement les valeurs qui sont en diagonale. Donc ici, on va faire une multiplication de ces deux valeurs et on va venir diviser par la valeur restante. Voilà le produit en croix, bête et méchant, que j'ai appris et qui fonctionne parfaitement. Donc le rouge, c'est une multiplication, et le vert, ici, ça va être une division. Je vais le rajouter histoire que ce soit plus clair. Donc multiplier, diviser, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Si on doit le poser mathématiquement maintenant, ça va nous donner quelque chose de très simple. Ça va nous dire que ça, c'est égal à donc 76 817 multiplié donc par 100 divisé par 1 million. Voilà. Qui est pas tout à fait le chiffre exact, mais c'est pas très grave. La barre oblique étant là pour indiquer que je fais une division. Et ça va me donner mon point d'interrogation. Si à présent, je remplace ça par des noms de cellules. Mon total de ma chambre 1, c'est la cellule O3, et mon total annuel, c'est ma S23. Donc O3 et S23, je reviens sur mon explication. Je vais donc changer ici un petit peu les paramètres. Donc ici, ça va faire O3 et S23. S23. Voilà. Donc j'obtiendrai ce calcul pour trouver donc mon pourcentage de 76 817. Combien ça représente ce pourcentage par rapport à mon total annuel. Voilà un petit peu comment ça se pose mathématiquement. Maintenant, sous Excel, il y a une particularité, c'est que vu qu'on va exprimer cette valeur en pourcentage, on va tout simplement zapper cette partie-là. Cette partie-là, que je vais mettre en rouge, on ne va pas la
prendre en compte. Résultat, mon calcul va être celui-ci, O3 divisé par S23. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, puisque quand on va gérer le symbole de pourcentage dans Excel, ça va revenir à multiplier la valeur par 100. C'est-à-dire que ça va remplacer cet élément-là. À chaque fois que j'inclus le symbole pourcentage, c'est égal à la valeur multipliée par 100. Je vais vous faire un exemple très simple. Dans mon document Excel, j'avais ma feuille 1 où j'avais fait duplication. Je prends mon symbole B1 ici, je le mets en pourcentage. Vous pouvez voir qu'il a bien multiplié en effet mon 1 par 100. Je suis passé de 1 à 100%. Ce qui est normal puisque ça nous simplifie ensuite l'utilisation des taux. Alors, maintenant qu'on a fait ça, ça va être très simple. On va l'appliquer directement dans notre exemple. Donc, bête et méchant, je dis que le pourcentage du CA, c'est égal donc à ma valeur, le total de ma chambre, divisé, donc c'est le symbole oblique, par mon total de CA. J'appuie sur Entrée. On va voir que ça ne va pas suffire, mais... Donc j'obtiens une valeur de 0,006 que je vais passer en pourcentage pour qu'elle soit multipliée par 100. Je vais rajouter 2 décimales pour que ce soit un tout petit peu plus précis. Donc je trouve 6,99 ici pour moi. Et si je duplique, aïe aïe aïe, vous allez voir qu'il va se passer des choses. Il se passe que ici, au bout d'un moment, il me dit dièse div slash 0, point d'exclamation. Ce qui veut dire division. Il y a une erreur, division par 0 est impossible. Voilà ce que ça veut dire en informatique. Point d'exclamation veut dire impossible. Div slash 0, division par 0. Et dièse, il y a une erreur. Pourquoi ça? Tout simplement, si je regarde un petit peu mon calcul de départ, c'était donc O3 par S23, obligatoirement, après duplication, je vais obtenir O4 divisé par S24, c'est-à-dire par ma moyenne, ce qui est déjà faux. Puis petit à petit, je vais arriver même sur une cellule vide. Or, divisé par 0, divisé par du vide, c'est strictement impossible, c'est pour ça qu'il me met cette erreur-là. Donc il va falloir venir changer ici un petit peu le calcul, et bien entendu utiliser les références absolues. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le nom de la cellule et d'appuyer sur la touche F4 ou de rajouter manuellement $1 devant le S, $1 devant le 23. J'appuie sur Entrée, je duplique cette fois vers le bas et tout va fonctionner parfaitement. On va faire la même chose pour le pourcentage par mois. Donc c'est très simple, maintenant qu'on sait faire, c'est égal au total divisé par le total du CA, tac, que l'on va bloquer avec la touche F4, donc B22 divisé par $S, $23, j'appuie sur Entrée, je passe ma valeur en pourcentage, à laquelle je rajoute 2 unités, histoire qu'elle soit plus précise, 2 décimales, pardon, et je duplique vers la droite, et j'obtiens donc comme ceci mes valeurs de pourcentage par mois. Voilà, je pense que à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Vous avez bien pigé le principe. Juste pour vous expliquer très rapidement, bien entendu, le calcul inverse est possible. On a une valeur en pourcentage. On veut retrouver la valeur en euros, par exemple. Il suffit de faire tout simplement, c'est égal à la valeur en pourcentage multipliée par le total du CA. Et j'aurais trouvé donc 6% de mon total CA, ce qui fait 76 817, ce qui fonctionne parfaitement. On retombe bien sur nos pattes. Donc ce qui fonctionne dans un sens fonctionne dans l'autre. Voilà, j'espère que je vous ai éclairci un petit peu ces histoires de manipulation de pourcentage sous Excel. Alors, à présent, on va calculer la variation dans notre tableau. Alors, la variation, ici, ça va pas être bien compliqué. Ça va être tout simplement la différence qu'il y a entre mon total pour le mois de janvier et mon total pour le mois de février, tout simplement. Alors, ce que je veux vous montrer par là, cette variation n'a vraiment aucun intérêt, si ce n'est de vous montrer que parfois on a besoin d'avoir des éléments qui ne sont pas des éléments de formule. Donc ici j'ai bloqué ma première cellule puisque elle ne sera pas prise en compte par rapport à ma variation. Pourquoi? Parce que je ne peux pas calculer une variation pour le premier mois vu que je n'ai pas le mois précédent, c'est-à-dire ici décembre 2011.
que je n'ai pas. C'est une valeur que je n'ai pas, qui ne se trouve pas. Donc je vais pas pouvoir calculer de variation ici. Par contre, à partir de là, pouvoir calculer une variation. Alors ne cherchez pas à trouver une formule qui pourrait s'appeler variation. Ici, l'idée, c'est tout simplement d'essayer de comprendre ce qu'on cherche, ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est tout simplement, est-ce que ici j'ai gagné plus d'argent pour le mois de février ou moins d'argent, et combien? C'est très simple. Il suffit de faire tout simplement le CA en cours moins le CA d'avant. C'est-à-dire donc C22 moins B22. J'appuie sur Entrée, je trouve donc ici une augmentation de 37 000 euros. C'est-à-dire qu'ici, en effet, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires 37 000 euros. Je vais dupliquer comme ça, tout ça vers la droite, et je vais obtenir différentes variations. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de mettre en valeur à chaque fois que ma variation est négative. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai fait un moins bon chiffre d'affaires, une baisse dans mon chiffre d'affaires sur mes mois. C'est très simple. Je vais tout d'abord sélectionner mes éléments de variation. Puis je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Vous avez vu, on est en train de passer un petit à petit de la gauche vers la droite, comme ça, tous les éléments. C'est un peu le but. On va aller donc dans mise en forme conditionnelle, et on va aller sur règle de mise en surbrillance des cellules. Et on va lui dire que si notre cellule est inférieur à 0, on va taper le chiffre 0 ici, il va se remplir en rouge clair avec du texte en rouge foncé. On clique sur OK. Grâce à ça, à chaque fois que je vais avoir un élément négatif, il va passer ici en rouge. Alors, pour vous montrer que ça marche bien et que c'est bien interactif, ici je vais monter mon chiffre d'affaires petit à petit. Donc ici je vais lui mettre 9 000 euros. Hop, et je vais rajouter ici 9 000 euros aussi. Paf. Vous avez vu, d'un seul coup, ici tout s'est changé. Ce chiffre est devenu positif, donc il s'est remis en blanc. Ce chiffre est devenu négatif, il s'est remis en rouge. Voilà. Grâce à ça, on peut avoir une visualisation très rapide de mes variations négatives. Comment faire maintenant pour avoir les variations positives? Si je resélectionne et que je fais une règle de mise en surveillance donc supérieure à 0, on pourrait penser ça avec ici du vert, un texte en vert et en vert foncé, il va tout simplement me rajouter donc à chaque fois que j'ai une variation positive l'élément, la surbrillance en vert. Voilà comment on peut très facilement donc gérer une mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire qui répond à une condition dans une cellule. Vous en avez vraiment plein. Vous avez notamment les barres de données qui permettent de quantifier en fonction du nombre du monde le plus grand et du monde le plus petit, combien en fait notre cellule est remplie, ce qui peut être extrêmement quand suivre une progression. On peut avoir un jeu de nuances de couleurs, plus ou moins sombres selon si les valeurs sont plus ou moins importantes ou pas, ce qui est très pratique quand on veut par exemple mettre en valeur des choses comme des degrés ou des choses comme ça. On peut même mettre un jeu d'icônes avec la possibilité de dire quand ça augmente, quand ça baisse. Vous avez toute la possibilité d'avoir un jeu d'icônes spécifique. Voilà, on peut voir les icônes qui se mettent en place si je les mets, si je passe dessus. Voilà, tous ces éléments-là sont relativement pratiques. Les petites barres aussi, qui sont rigolotes comme pour les téléphones. Les petits éléments avec des petits camemberts très simples, des petits secteurs très simples. Voilà, vous avez la moyen d'avoir pas mal de choses dans les mises en forme conditionnelles pratiques pour rajouter des éléments visuels qui vous permettent d'améliorer la lisibilité de votre tableau, parce que malgré tout, comme vous pouvez le voir ici, on a quand même beaucoup de chiffres et que c'est pas forcément toujours très simple à lire. Voilà, on va passer à la vidéo suivante où je vais vous parler des justement conditions. Alors, à présent, la rentabilité. La rentabilité, je vais tout simplement lui indiquer que si mon total du CA par chambre est supérieur à ma médiane, alors je serai rentable. Sinon, si je suis en dessous de ma médiane, alors ma chambre n'est pas rentable. Ce qui est un peu... ce qui est pas forcément juste, mais pour notre exemple, ça a fonctionné parfaitement. Alors pour ça, c'est très simple.
je vais utiliser une formule conditionnelle qui est vraiment une des formules les plus importantes. Cette formule conditionnelle, c'est la formule si que je vais trouver dans formule, logique, si. Donc je vais sélectionner la cellule qui attend le résultat, ici U3, je vais aller dans formule logique, et si. Il va m'ouvrir donc cette fenêtre que je vais venir compléter. Je vais lui dire donc si. Le test logique, c'est qu'est-ce que je souhaite tester. Tester, c'est soit égal, soit supérieur, soit inférieur. C'est pas bien compliqué, ou supérieur et égal, inférieur et égal. Donc ici, ce que je vais tester, c'est mon chiffre d'affaires pour la chambre 1. Donc ici, la cellule O3. Je vais dire que si O3 est inférieur à ma médiane par chambre, donc ici S25, alors ça veut dire qu'elle n'est pas rentable. Donc je vais mettre le texte non, qui va se mettre, quand je vais valider, entre guillemets. Pourquoi? Parce que tout simplement, le texte, lorsqu'il est rentré dans Excel, est toujours mis entre guillemets. Si par contre c'est faux, si O3 est supérieur à S25, alors je vais lui dire oui. Donc vous comprenez, si le test est vrai, s'avère vrai, si en effet O3 est inférieur à S25, alors il affichera ça. Si O3, par contre, si le test est faux, il affichera ça. On clique sur OK et on va encore avoir un petit souci. Si je duplique vers le bas et que je ne fais pas très attention, que je ne tiens pas compte des valeurs que je vais trouver, je risque de me tromper. Regardez ici, 48 000, et pourtant je trouve quand même oui. Comment se fait-ce? Eh bien c'est très simple. En fait, encore une fois, il y a des questions de cellules absolues et relatives. Ici, quand je vais dupliquer cet élément, il va passer de O3 plus petit que S25 à O4 plus petit que S26. Or, S26, ce n'est plus ma médiane. C'est mon maximum. Donc, dans cette première formule, il faudra bien penser ce S25 à venir le bloquer, à le rendre absolu, avec la touche F4. Ce qui va me donner, si O3 est inférieur à $S, $25, alors non, sinon oui. J'appuie sur Entrée et je duplique vers le bas. Cette fois, tout fonctionne parfaitement. En effet, ici, qu'à 57 000, ce n'est pas rentable. 62 000, c'est rentable. Pourquoi? Parce que mon seuil, ma médiane, est de 60 000. Ici, c'est donc la partie rentabilité. Mais grâce à ça, je peux, sans aucun problème, grâce à cet élément-là, trouver la chambre la plus rentable, finalement. La chambre la plus rentable, c'est celle dont le CA correspond au maximum de ma chambre. Donc, même processus, je sélectionne ma cellule qui attend le résultat, je vais dans formule logique si, je sélectionne mon total, je dis si O3 est égal à mon total, mon maximum par chambre, alors j'afficherai je vais afficher un smiley qui sourit. Voilà. Et sinon, je n'affiche rien. Alors pour afficher rien, on ne peut pas laisser vide. Il va falloir mettre guillemets, guillemets. Guillemets, guillemets, c'est très simple. C'est tout simplement ce qui permet de mettre dans une formule du vide. Pourquoi? Tout simplement, guillemets, guillemets, je dis ouvrir les guillemets, j'attends du texte. Fermer les guillemets, je ferme mon texte. Si je ne mets pas de texte entre les guillemets, tout simplement, j'insère du vide. Je clique sur OK. Et je vais dupliquer ça vers le bas. Encore une fois, ici, il ne me trouve aucune chambre la plus rentable. Pourquoi? Toujours pareil, si je duplique O3 égale S26 sur la cellule suivante, je vais trouver obligatoirement O4 égale S27, c'est-à-dire mon minimum, ce qui est faux. Donc ici, je ne pourrai pas tomber sur ma valeur. Il faudra bien penser, encore une fois, sur la première formule, à bloquer le S26 pour la mettre en référence absolue. Je double-clique cette fois vers le bas, je duplique vers le bas, et en effet ici je vais trouver mon petit smiley vert que je vais bien mettre en évidence avec un beau vert, comme ceci, hop, en gras, et même on va essayer de le mettre dans le bon sens. Oui, ça n'a pas marché fantastiquement bien. On va trouver le bon format, le voilà. Donc ici, je vais refaire une rotation du texte vers le bas et j'obtiens mon smiley dans le bon sens. Hop, on va agrandir même un petit peu. Tac, tac. Voilà. Alors,
cette chambre la plus rentable, bien entendu, est en fonction, bien entendu, du résultat que je vais rentrer. Imaginons qu'ici, je baisse très franchement les valeurs. Donc, par exemple, ici, je vais mettre à 1000. Ici, comme vous pouvez le voir, cette chambre n'est plus la chambre la plus rentable. La chambre la plus rentable sera ma première chambre. Et ici, le smiley, c'est décalé obligatoirement. Tout, c'est recalculé. C'est vraiment l'avantage. On va faire la même chose pour la chambre la moins rentable. Alors, maintenant qu'on a compris, c'est très simple. On va sélectionner la cellule qui attend le résultat. Formule logique si. On va mettre en test logique si mon CA est égal à mon minimum que l'on va bloquer en valeur absolue en appuyant sur la touche F4, $S, $27, hein, comme d'habitude. Et ici, on va lui dire tout simplement un smiley qui fait la gueule, sinon du vide. On clique sur OK, on duplique vers le bas, on va lui mettre une couleur bien rouge, on va monter un petit peu la taille, un peu moins, voilà. On va centrer tout ça et on va le mettre comme tout à l'heure à l'endroit, voilà. Donc on a notre smiley qui fait la tête, on a notre smiley qui sourit, on a donc comme ceci en visuel très rapidement la chambre la plus rentable et la chambre la moins rentable. Donc tout fonctionne parfaitement, ça cet élément de je réduis un tout petit peu la taille de mes cellules pour tout à l'heure. Donc cet élément de condition conditionnelle, hein, il est extrêmement important, extrêmement pertinent, très facile à utiliser. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ces choses-là, cette condition, puisque ça va nous permettre de pouvoir tirer très rapidement en un coup d'œil l'élément, donc la chambre la plus rentable ici, l'élément le moins rentable ici, très rapidement, ce qui est très pratique. On aurait pu même mettre en surbrillance l'intégralité de la ligne. Si on le souhaite, il n'y a pas de souci. Il y a tout un paquet de choses que l'on peut faire comme ceci, embrassant un petit peu toutes les compétences que l'on a pu déjà entreapercevoir avec cette formation. Voilà, on va à présent passer à la suite, puisque là on a quasi rempli tout le tableau. D'ailleurs, c'est le moment, si vous le souhaitez, de mettre les bordures épaisses pour le tableau. Ça va être le bon moment de finaliser notre tableau pour qu'il soit bien présenté. Tac. Donc, je finis avec mes bordures épaisses. Voilà, si je dézoome, on peut voir qu'on a un tableau maintenant qui est extrêmement lisible, extrêmement visuel. C'est vraiment la partie vraiment extrêmement importante pour ici être le plus pertinent possible sur la création donc de notre tableau sur Excel, pardon. On va passer donc à la suite des événements. La suite des événements, c'est très simple, ça va être tout simplement la création graphique sous Excel. Alors à présent, nous allons voir un petit peu comment on gère la création de graphiques de données sous Excel. Alors, vous allez voir que c'est un peu plus simple. Il nous suffit tout simplement d'utiliser une bonne méthodologie. C'est vraiment la méthodologie qui va faire la facilité de création ou pas de vos graphiques. Alors on va créer par le graphique peut-être le plus utilisé, le plus simple aussi à réaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je vais vouloir créer un graphique, il va falloir tout d'abord que je sélectionne les données et les en-têtes du tableau. C'est ça qui est très important et c'est souvent ça qu'on oublie. C'est-à-dire les en-têtes, c'est-à-dire ce qui permet de décrire en fait ce que j'ai dans mes cellules. Les en-têtes verticales et les en-têtes horizontales. Alors, ce que je vais faire pour ça, je vais tout simplement sélectionner ici de A2 à M20, c'est-à-dire mes en-têtes horizontales, mes en-têtes verticales et les données de mon tableau. Tout ça en une seule sélection. Je vais représenter graphiquement finalement tout mon tableau de données. Ce que l'on peut observer, c'est qu'au niveau des en-têtes horizontales et verticales, j'ai obligatoirement ici une cellule totalement vide, vierge. Ce
qui est normal puisque c'est le fait de croiser les entêtes horizontales avec les entêtes verticales. Cette cellule vide, elle est absolument pas anodine. Elle va avoir une importance par la suite lorsqu'on va vouloir créer des tableaux, des graphiques avec des données qui vont être espacées. On va voir ça un peu plus tard. Donc rappelez-vous ici toujours lorsque je croise des entêtes horizontales et verticales, toujours un élément totalement vide. Donc une fois que j'ai sélectionné mon tableau de A2 jusqu'à M20, je vais aller dans Insertion, Colonne, et je vais sélectionner ici l'histogramme 2D, le premier. Pourquoi le premier? Tout simplement parce que c'est celui qui va me permettre de faire un histogramme de comparaison, que je ne veux pas d'histogramme en 3D, ni de cylindre, ni de conique, ni de pyramidal, et surtout que je ne veux pas des histogrammes empilés qui va me comparer les valeurs en empilant mes valeurs les unes au-dessus des autres. Ça peut être pratique, ou encore pire, empiler à 100% où on va transformer mes valeurs en pourcentage, ce que je ne veux absolument pas, mais qui peuvent servir parfois. Ici, je vais prendre vraiment le plus simple des histogrammes. Je vais cliquer dessus, et comme vous pouvez le voir tout de suite, il va me générer ici un graphique qui m'a mis en plein milieu de mon tableau. Je vais le descendre bien entendu, donc pour ça je vais cliquer dans une des parties blanches, faire un cliquet déplacer et le placer sous mon tableau. Histoire qu'il soit un peu plus lisible, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ce graphique, voilà, l'agrandir aussi en hauteur, et je vais obtenir comme ceci, donc pour chaque chambre, ici, le chiffre d'affaires qu'il a réalisé par mois. Maintenant, si je souhaite avoir plutôt ici mes mois et ici mes chambres, il me suffit tout simplement dans Outils de graphique création qui s'est ouvert lorsque j'ai créé mon premier graphique de cliquer sur intervertir ligne et colonne. À ce moment-là, j'aurai par mois la comparaison avec chacune de mes chambres. Alors ici il y a trop de chambres pour que ce soit vraiment extrêmement lisible. Néanmoins, souvent il est pertinent de rajouter ici, à l'aide de ces éléments-là, une couleur qui vous permet de mettre finalement un dégradé de couleur. Ça permet de visualiser un petit peu mieux quelles sont les évolutions, pas les évolutions, pardon, les comparaisons entre les différentes chambres. Bon, ici il y a beaucoup trop de données, donc ça fait un graphique un peu trop fourni, mais néanmoins ça peut être extrêmement intéressant et extrêmement pertinent. Dernière chose que je trouve dans Outils de graphique création, c'est la disposition du graphique. Alors ça c'est trop mal connu, et là c'est pourtant indispensable et pratique. C'est ce qui va me permettre de dire comment je souhaite mettre en forme mon graphique. En sélectionnant donc différents types de dispositions, vous voyez que je change totalement ma façon de représenter mon graphique. Notamment, j'ai, comme ici, la possibilité de rajouter même carrément le tableau de données sous mon graphique. Il me permet d'avoir mon graphique et en dessous mon tableau de données. Ce qui est extrêmement bien lorsque je souhaite ensuite tout simplement prendre cet élément-là et le copier-coller dans un document, par exemple Word. Chaque élément, le titre du graphique par exemple, est modifiable à souhait. Ici, je peux changer, bien entendu, en cliquant dessus, mon titre de graphique. Pareil pour le titre des axes. Il me suffit de le sélectionner. CA en euros. Voilà. Et j'ai la possibilité aussi, tout simplement, de sélectionner par exemple juste une barre qui correspond à une chambre spécifique. Par exemple, j'ai sélectionné la chambre, je sais pas trop d'ailleurs, c'est la chambre 13, ouais c'est ça, et de lui donner une couleur spécifique. Pour ça c'est extrêmement simple, il suffit d'aller dans mise en forme et de sélectionner ici une mise en forme spécifique. Vous voyez, seulement ma barre va être sélectionnée et mise en forme. Je peux changer la couleur de remplissage, je peux faire absolument tout ce que je souhaite sur cette barre que j'ai sélectionnée. Si je souhaite sélectionner toutes les barres, il me suffit tout simplement, je vais cliquer à côté du graphique, sélectionner tout simplement, voilà, toutes les barres correspondant à une chambre, que je peux mettre, donc comme ceci, en valeur de manière différente. Voilà, c'est un premier graphique pour prendre un petit peu en main ces histoires de graphiques. On va créer un deuxième, ça va être un graphique de type secteur pour comparer en fait tout simplement les différentes chambres, le CA de chaque chambre. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, il fallait sélectionner les entêtes
et les données. Ici, les données sont ici. C'est mes valeurs totales. Ici, j'ai mes en-têtes qui sont totales et le nom des chambres. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand on avait fait notre sélection, qu'il y avait toujours une cellule vide entre le croisement des deux en-têtes. Intersection des deux en-têtes. Ben, je vais faire la même chose. Je vais donc sélectionner la cellule A2, qui va être ma cellule vide, jusqu'à A20, comme ceci. Je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier, et je vais venir tout simplement sélectionner de la touche O2 jusqu'à la cellule, pardon. Hop. O20. Voilà. Donc ici, j'ai sélectionné de A2 jusqu'à A20 et ensuite de O2 jusqu'à O20. Je peux relâcher la touche CTRL maintenant de mon clavier. Comme on peut voir, les deux éléments sont en surbrillance avec ici une cellule vide très importante. Je vais dans Insertion, Secteur, et je vais sélectionner le premier, secteur 2D. Il va me tracer donc ici la représentation de chaque CA, de chaque chambre par rapport à mon CA total, que je vais pouvoir mettre en forme. Pour ça, très simple, on est exactement sur le même principe. Ici, j'ai mes dispositions du graphique, et notamment la possibilité de faire rajouter donc ici les valeurs en pourcentage pour chaque chambre, ce qui me permet de clarifier un petit peu mon graphique. Ici, on va pouvoir rajouter le titre, CA par chambre. Voilà. Vous avez la possibilité, bien entendu, de mettre des codes couleurs un peu plus sympathiques pour une présentation, notamment en dégradé de couleurs. Et on va mettre ça tout à fait en bas de notre graphique. Notre graphique en bas de notre tableau, je veux dire. Voilà. Donc voilà un autre type de graphique qui est très simple de mise en place. La seule difficulté étant bien de rajouter la disposition du graphique pour avoir toutes les valeurs autour de notre secteur. Voilà. Enfin, on va créer un troisième type de graphique un peu plus complexe. Cette fois-ci, on va représenter l'évolution du CA par mois. Donc mes en-têtes, c'est quoi? Mes données, c'est ces éléments-là. C'est mes totaux par mois. Et mes en-têtes, c'est le total ici, et donc de janvier jusqu'à décembre. Or, il faut qu'il y ait encore une fois une cellule vide pour l'intersection entre les deux en-têtes. Donc je vais sélectionner de A2 à M2. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, puis je sélectionne de A22 jusqu'à M22. J'ai comme ceci mes deux sélections qui sont faites. Je vais aller dans Insertion. Cette fois, je vais aller dans Ligne. Je vais prendre le premier, courbe 2D. Il va me créer comme ceci, donc, une courbe d'évolution de mon CA total. Et on va voir qu'ici, on peut faire beaucoup de choses pour améliorer ce graphique. Tout l'intérêt. Donc, hop, je vais agrandir ici. Donc, ce graphique, on va l'appeler évolution du CA par mois. Et on va venir donc zoomer un petit peu sur le graphique, histoire de bien voir ce que l'on fait. Tac, on va venir améliorer énormément ce graphique pour qu'il soit beaucoup plus pertinent. Première chose que l'on va pouvoir faire, c'est lisser notre courbe pour que l'évolution soit moins en forme de pic. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de faire un clic droit sur la courbe et d'aller sur mettre en forme une série de données. Il suffit aussi, si vous souhaitez faire différemment, de double-cliquer. Ça revient exactement même sur la courbe. Ensuite, dans ces deux éléments-là, dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, on va pouvoir mettre pas mal de choses en forme, notamment donc, dans le style de trait. Ici, je vais trouver l'option de lissage qui va me permettre de lisser, comme vous voyez ici, ma courbe correctement. Ça va être la première chose. Et deuxième chose, on va pouvoir trouver la couleur du trait. Alors vous allez me dire, quel intérêt de trouver la couleur du trait vu qu'on l'a ici dans le style du graphique. En fait, l'intérêt, il est là, c'est qu'on va pouvoir mettre un trait en dégradé. Avec notamment les zones hautes, qui sont les zones de chiffre d'affaires important en vert, pour montrer que c'est une bonne période, et les chiffres d'affaires bas en rouge vif. Vert pour la pipette qui est tout à fait à gauche,
et je sélectionne un pipette à droite et je sélectionne rouge vif. Grâce à ça, vous pouvez voir qu'en effet maintenant, on a une courbe qui, lorsqu'elle est dans les valeurs basses, est rouge, lorsqu'elle est dans les valeurs médianes, est bleue, et lorsqu'elle est dans les valeurs hautes, est verte. On va cliquer sur fermer. On va améliorer encore un petit peu tout ça. Déjà, je n'ai pas besoin de savoir ici que c'est mon total. Je vais le supprimer. Donc pour ça, je clique dessus, j'appuie sur la touche supprimer pour supprimer ici et gagner un peu de place de mon graphique et donc de visibilité. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement limiter les valeurs de mon axe. Pour ça ici, on voit que toutes les valeurs qui sont en dessous de 60 000, elles servent strictement à rien. Et toutes les valeurs qui sont au-dessus de 120 000 ne servent non plus à rien du tout. Donc on va les supprimer de cet axe. Pour ça, c'est très simple, il suffit de double-cliquer sur l'axe ou de faire de clic droit sur l'axe et mise en forme de l'axe. Ça revient au même. Ici, dans les options d'axe, on va avoir le maximum et le minimum. Le minimum, ici, je vais le fixer à mon minimum visible. Mon minimum visible est de 60 000 euros. Donc je vais taper tout simplement 60 000 euros. Le maximum visible était, tout à l'heure je voyais de 120 000, c'est le cas. Je vais fixer donc mon maximum à 120 000 euros. Et grâce à ça, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément étendu là les valeurs de ma courbe. Maintenant, elle est beaucoup plus lisible, mettant bien en évidence les parties, les zones basses et les zones hautes, et me permettant une meilleure lecture, bien entendu, de ces données. J'aurais pu très bien aussi rajouter les valeurs comme ceci. Il y a moyen toujours de changer la présentation avec la disposition du graphique, bien entendu. Ça fonctionne toujours de la même manière. Voilà, c'est grosso modo les trois grands graphiques simples que l'on utilise assez régulièrement à mettre en place, qu'il faut absolument maîtriser sous Excel et pour pouvoir permettre de présenter plus facilement après vos données dans vos dossiers notamment, ou carrément aux personnes à qui vous devez faire de la communication sur les chiffres de l'année dans une entreprise, ou sur projet de développement, enfin tout ce qui implique finalement un regard sur une liste de chiffres et une évolution de ces chiffres. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu, mon explication, et que vous aurez compris voilà, les bases de la création graphique sous Excel. Voilà, je vous invite à passer à la suite pour voir un petit peu comment on met maintenant en forme les pages avant l'impression. Alors, un élément donc maintenant, c'est qu'on a un énorme tableau et que ce tableau, il va falloir l'imprimer, et bien entendu, il ne va pas loger sur une page. D'ailleurs, on peut voir, si ici on change de mode, on se met en mode mise en page, on peut voir un peu comment vont être découpées les différentes pages. Et on peut voir que ici tout est tronqué, coupé, et ça ne va pas forcément, ça va pas forcément le faire, ça va pas forcément aller. Donc comment faire pour pouvoir à présent présenter ce tableau et pouvoir le faire tenir finalement sur une page ou plusieurs, mais en tout cas éviter d'avoir ces ennuis au niveau de notre tableau. C'est très simple. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fichier, Imprimer, et on va voir ici l'aperçu. Et bien on va tout simplement configurer cet aperçu. Première chose que l'on peut faire, c'est l'orientation. Ici on va se mettre en mode paysage afin de respecter un petit peu l'orientation de notre tableau. Deuxième chose que l'on va faire, et ça c'est très souvent cherché, c'est la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, ça va permettre tout simplement de réduire la taille du tableau pour qu'elle se soit contenue dans soit une page, et donc il va réduire l'intégralité de mes éléments pour que ce soit contenu dans une page, soit dans une colonne, et il va prendre la taille de la colonne, et donc du coup je vais avoir deux pages, mais par contre avec mes colonnes de manière qui seront correctement entières, soit carrément à la ligne. Voilà, grosso modo c'est l'idée, cet élément-là est très important pour pouvoir faire tenir de gros tableaux dans une page. Il y a une possibilité aussi de réduire les marges,
extrêmement pratique pour gagner un petit peu de place et donc de lisibilité. Et grâce à ça, on va pouvoir sans aucun problème et sans se soucier trop du tableau et du type de tableau, on va pouvoir faire entrer un tableau dans une feuille. Donc ce ajuster à est extrêmement pratique. Vous avez aussi le type de page. Ici, on est sur du A4. Pour ce type de tableau, il faudrait plutôt être sur du A3, qui est 2 fois A4, ce qui permet, bien entendu, de rendre les choses bien plus lisibles, vu que la page sera plus grande, donc j'aurai plus d'espace pour pouvoir imprimer. Voilà comment fonctionne donc tout simplement la mise en page. Je n'ai même pas finalement été là-dedans, j'ai tout géré directement dans la zone d'impression, c'est beaucoup plus rapide et on a absolument tout ce qu'il nous faut pour pouvoir donc gérer notre tableau. On peut juste vérifier un truc, c'est que ici tableau de bord, comme vous pouvez le voir, est coupé en deux au niveau du graphique. Alors on va rajuster ça. Pour ça maintenant on va voir une aide visuelle qui est intéressante. Lorsque l'on va cliquer donc sur le mode ici mise en page, on va réduire très fort, on peut voir en effet qu'il nous a fait tout tenir dans, dans une page. Ici vous avez donc en passant par ici la possibilité tout simplement de réajuster la position des graphiques notamment pour replacer chaque élément et que chaque élément soit bien sur une page bien précise. Donc là, je vais mettre mes deux graphiques comme ceci, que je vais remonter. Je vais mettre le troisième même à côté, comme ça on aura une page avec les graphiques, une page avec le tableau de données. Voilà, tout est parfaitement présenté. Il ne me reste plus que tout simplement à imprimer ce graphique, ce tableau sur mon imprimante. Voilà, j'espère que ça vous aura débloqué des situations. La formation donc sur les bases d'Excel est à présent terminée. Je ne pense pas avoir oublié de choses vraiment importantes sur Excel. Bien entendu, on n'a pas vu toutes les fonctionnalités, il en manque énormément. On n'a pas vu la fonctionnalité d'effacer tout, qui permet d'effacer toutes les valeurs, ainsi que la mise en forme d'un tableau, uniquement effacer les formats et uniquement effacer le contenu d'un tableau. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut servir souvent. On n'a bien entendu pas vu les tableaux croisés dynamiques que je verrai bien plus tard. On a pas certains éléments qui se rajoutent pour rajouter par exemple une image, une forme. Bon, ça c'est des choses que vous avez déjà vues dans Word et Excel, ça fonctionne de la même manière. Dans Word et PowerPoint, pardon. C'est des choses qui se font de la même manière sous Excel. Dans les formules, bien entendu, on n'en a pas vu la moitié. On a vu les formules les plus utilisées. On a vu comment formater un calcul. On n'a pas vu le tableau de données, mais c'est normal, il faut faire la formation niveau 2 pour vraiment utiliser cet outil-là. Mais on a vu quand même énormément de choses. On a vu notamment une grosse partie de la mise en forme. Faites attention, je n'ai pas parlé de ça. Mettre sous forme de tableau, ça c'est clairement à éviter pour l'instant. N'utilisez pas ces fonctionnalités-là. C'est vraiment pour des choses trop spécifiques. On n'a pas vu un certain nombre de choses, des styles de cellules, etc., qui permettent de gagner du temps et de créer des styles personnalisés. Néanmoins, on a là déjà suffisamment pour pouvoir réaliser déjà beaucoup de types de tableaux. Je pense que vous pouvez déjà, rien qu'avec cette formation, vous confronter à énormément de problématiques sous Excel sans aucun problème. Bon, j'espère que cette formation vous avait plu. Encore une fois, si vous avez, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les mises à jour des formations. N'hésitez pas à cliquer sur M. N'hésitez pas à me laisser un petit message, tout ça c'est toujours appréciable. Et je vous souhaite une bonne formation si vous êtes en formation, une bonne continuation si vous êtes en activité.